Mardi 23 octobre 2018, nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie pour ce deuxième numéro de la saison 3 qui a débuté hier, on va dire avec beaucoup de bonheur pour toute l'équipe. D'ailleurs, le bonheur, il est partagé ici dans notre matinale, nous, en compagnie de vous bien sûr, toujours Marco à ma droite. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous, de nous faire l'amitié de vous réveiller donc au chevet de notre chaîne qui se porte bien, RTI 1, en direct d'Abidjan. Tout de suite le flash avec Monsieur Hamza Diaby. Bonjour Hamza. Bonjour Marc. Bonjour Marcelin, bonjour chers téléspectateurs. Ce journal démarre avec quelques minutes de retard, un retard totalement indépendant de notre volonté. Nous nous en excusons. Depuis la publication officielle des résultats des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre dernier, la CEI réceptionne les dossiers de réclamation. À ce jour, la commission électorale indépendante a reçu 63 dossiers pour les élections municipales et 16 pour les régionales. La date butoir de ces réclamations est prévue pour le mercredi prochain, demain 24 octobre 2018. Fini les élections, l'heure est aux réclamations. Des réclamations qui ont débuté depuis le dimanche 14 octobre pour ceux des candidats dont les résultats ont été donnés au lendemain du scrutin du 13 octobre. La contestation de ces résultats prend fin le lundi 22 octobre. Pour les résultats proclamés le lundi 15 octobre, le délai de contestation expire le mardi 23 octobre. Enfin, ceux dont les résultats ont été proclamés le mardi 16 octobre, ils ont jusqu'au mercredi 24 octobre pour faire des réclamations. À ce jour, la commission électorale indépendante enregistre 63 dossiers pour les municipales et 16 pour les régionales. Les dossiers de réclamation doivent être produits en 10 exemplaires et déposés au siège de la CEI à Abidjan tous les jours ouvrables de 8h à 20h. Les candidats au BTS, le brevet de technicien supérieur, eux, sont fixés sur leur sort depuis hier matin. Sur 44 069 candidats cette année, 25 027 ont été déclarés admis. Taux de réussite, 71%, 57%, 71%, c'était l'année dernière. Les résultats ont été annoncés hier matin par Albert Mabritoakos, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était au micro de Sephora Zegui et Serge Coléa. Ils étaient 44 069 candidats en lice pour le brevet de technicien supérieur BTS session 2018. 25 027 ont été déclarés admissibles ce lundi matin, soit plus de la moitié des candidats présents à l'examen. 44 069 étaient présents effectivement à l'occasion des différentes épreuves. Nous sommes heureux d'annoncer donc 25 027 candidats sont admissibles. Ces admissibles sont répartis entre les filières industrielles et tertiaires, donc à raison de 6 479 admissibles pour les filières industrielles, soit un taux de réussite pour les filières industrielles de 52%. Et pour les filières tertiaires, il s'agit de 18 548 admissibles, soit un taux de réussite de 59%. Je voudrais relever que les dispositifs de contrôle et de vérification mis en place, notamment l'apport du numérique pour l'organisation des épreuves, ont permis d'assurer la fiabilité des différentes étapes du processus de l'examen et donc de garantir la crédibilité des présents résultats. Au niveau du genre, les filles viennent en tête avec 53% de taux de réussite contre 47% chez les garçons. Dans les familles de quelques candidats admissibles, ces résultats sonnent comme une délivrance. On est resté toujours concentré, on a visé notre objectif, vraiment être admissible au BTS et Dieu merci. Aujourd'hui, on crie vraiment, on est content quoi. On pourra trouver des stages pour pouvoir valider ce diplôme-là. Je m'attendais à ce résultat parce qu'il y a un dicton qui dit quand tu travailles avec effort et force, ça paye. Et c'était le slogan de mon père. Vraiment, je demande encore la bénédiction de Dieu pour qu'il facilite encore la suite. Parce qu'on n'a pas fini, c'est maintenant qu'on commence. Pour cette session 2018, le taux de réussite global est de 57% contre 71% en 2017. Une régression qui s'explique. La première des explications, cette année, il n'y a pas eu de repêchage. Et si on ramène aux chiffres de l'année passée, sans faire de repêchage, les résultats sont donc aux alentours de 59.
Donc on peut dire que c'est quasiment la même chose. Les candidats disposent de 3 jours à compter du mardi 23 octobre pour introduire leur recours. Cette année, une innovation est faite dans le processus de réclamation. Donc ils vont se connecter sur la plateforme sur laquelle ils ont pris leurs résultats. On ne peut faire une réclamation que, pour un total qui ne correspond pas à l'ensemble des notes qui sont sur le relevé. 2, un coefficient d'une matière qui ne correspond pas au coefficient qui a été mis sur le relevé. Et une note qui dit que l'élève a été absent, donc 1-0, alors que l'élève sait qu'il s'est présenté à l'examen. Voici les 3 éléments qui peuvent influencer un réexamen pour voir si l'étudiant peut être admis. Les résultats du brevet de technicien supérieur 2018 sont disponibles depuis 12 heures ce lundi 22 octobre sur le site internet www.examenbts.net. C'était un reportage de Sephora Zegui, commenté pour vous par Serge Coléa. On parle agriculture à présent. C'est en bref et en images. La 37e conférence internationale sur le caoutchouc s'est ouverte hier matin à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan. 27 pays sont présents à cette rencontre de portée mondiale dont le thème est « Construction de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement ». La rencontre d'hier lundi a été présidée par Mamadou Sangafoua Koulibaly, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains journaux. Drame dans un domicile à Bouaké, à Tolakwa-Diokro, quartier de la commune donc de Bouaké. 7 membres d'une famille ont trouvé la mort dans un incendie dans la nuit du dimanche à lundi. Une femme et ses 6 enfants sont morts asphyxiés. Le père de famille, lui, brûlé au 1er degré. Selon les premières investigations, un court-circuit serait à l'origine du drame. Le procureur de la République était sur place. Une femme et ses 6 enfants périssent dans l'incendie de leur maison à Bouaké au quartier Tolakwa-Diokro. Kone Amidou vient de vivre la pire nuit de sa vie. Les faits se sont déroulés aux environs de 1 h du matin. Le feu aurait commencé par un court-circuit. Alerté par les cris de l'une de ses femmes, Kone Amidou constate l'irréparable. Hier nuit, nous étions couchés et j'ai entendu ma femme crier. Donc elle a dit qu'il y avait le feu au salon. Nous nous sommes tous précipités pour aller au salon. On a vu qu'il y avait le feu. Donc on a essayé d'éteindre. Tout était déjà parti. Donc la fumée est rentrée dans les chambres où les enfants étaient couchés. Donc ils ont été tous asphyxiés. Donc ce sont les voisins qui sont venus, qui ont cassé la fenêtre et on a pu s'échapper. 6 enfants, une de mes femmes. Sur les 10 membres de la maisonnée, seulement 3 personnes dont le père ont été épargnées grâce aux voisins. Dans la nuit du dimanche à lundi, vers 1h30 du matin, on a entendu des cris de détresse en provenance de notre voisin. Au départ, on a cru que c'était des voleurs, donc on s'est préparé en conséquence pour venir à son secours. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, on a compris que c'était un incendie qui s'était déclenché dans la maison. Donc on a tenté de casser la porte, on n'a pas pu. Moi-même, je suis allé chercher une hache, on a pu casser la fenêtre et on a pu sauver 3 personnes. Le monsieur, sa femme et un de ses enfants. Kone Amidou, sa deuxième femme et son nouveau-né de 4 mois ont été admis au CHU de Bouaké pour des soins intensifs. Le malade, je pense qu'il est hors de danger. Il n'y a pas de problème. On a commencé la prise en charge. Normalement, au bout de 72 heures, il doit regagner son domicile. Pour celle qui est en réanimation, c'était juste un état de choc. Et chez elle aussi, il n'y a pas de lésion cutanée. Et on pense la sortir aujourd'hui. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc les rescapés sont hors de danger. Informé, le procureur de la République de Bouaké s'est rendu sur le lieu et au CHU de Bouaké pour se rendre compte des circonstances du drame. Dans la nuit d'hier, aux environs de 1 h du matin, il y a eu un incendie dans ce quartier et le bilan est lourd. Il m'a fait connaître qu'il y a eu pratiquement 7 morts. Parmi les morts là, l'âge varie entre 4 mois à 7 ans. Donc immédiatement, j'ai rendu compte à la hiérarchie. Je me suis transporté sur les lieux, ensemble avec le commissaire, pour chercher à comprendre l'origine de l'incendie et puis ouvrir l'enquête comme il se doit. Kone Amidou est commerçant, père de 8 enfants. Il se retrouve aujourd'hui avec le premier et le dernier fils. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 6 h 30.
Merci beaucoup Hamza pour ce premier volet de l'actualité. On se retrouve aux encablures de 6h28. Marco, nous on poursuit cette émission. Absolument, on poursuit cette émission. Je rappelle que nous sommes le mardi 23 octobre 2018. Vous êtes en direct et vous faites bien de vous réveiller avec RTI 1 en direct d'Abidjan. Tout de suite, on va essayer de s'échauffer parce que la journée s'annonce passionnante et longue. Avec le fitness, c'est maintenant, c'est le moment préféré d'Alex. Allez savoir pourquoi. Bon matin chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite séance avec deux exercices pour votre cardio et vos abdos. J'espère que vous êtes de bons pieds. On va commencer. On va toujours faire 12 répétitions par exercice. Donc le premier exercice, on va ensemble, c'est les burpees. On va mettre les mains au sol, une jambe en arrière, la deuxième, on va se redresser et tendre les bras. Ça va nous servir d'échauffement en même temps. Allez, go. 1. On se redresse, on tend les bras. 2. Si vous avez du mal à descendre, vous pouvez faire vos burpees sur un élément un peu surlevé, comme le rebord d'un lit, une chaise, tout ce qui est moins proche du sol. 4. 5. 6. 7, 8. N'oubliez pas que vous pouvez aller à votre rythme. 9, 10. Dernier. Parfait. On va aller sur le tapis. On va poser les coudes au sol. On va faire comme si on pédalait un vélo. Donc j'ai les coudes au sol, je tends une jambe et j'alterne. Donc je rapproche toujours le genou de ma poitrine et je change à chaque fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À faire 3 fois. Donc il reste encore 2 fois. On va remettre les mains au sol et recommencer le premier exercice. Go! On tend les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 6. 7, allez, courage. 8, 9, 10, encore 2 répétitions. 11, dernier. Parfait, on repart au sol une deuxième fois. On va poser les coudes au sol. Pareil que la première fois, on va juste changer le mouvement des jambes. On va tendre les jambes vers le haut et faire de petits battements. Allez, 1, 2, 3, on descend un peu, 4, 5, vous avez senti la tension dans le ventre, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, encore une petite dose d'énergie qui vous reste pour faire la dernière série. 5, 4, 3, 2, on attaque la dernière série. Toujours 12 répétitions, allez go. Toujours le même exercice. On se redresse, courage, c'est presque fini. Ne m'abandonnez pas. 2, 3, 4, 5. À un moment donné, c'est votre mental qui va parler. 6, allez, courage. 7, 8, c'est bientôt fini. 9, 10,
Dernière série d'exercices. On pose les coudes au sol, toujours. On va pédaler à gauche et à droite. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On envoie le genou à gauche. On pédale 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Petite séance terminée. Vous êtes parés pour le matin, vous êtes prêts à commencer la journée. Et je suis fier de toujours vous dispenser ces cours-là le matin. Et j'espère qu'ils vous aident, qu'ils vous sont bénéfiques. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je passe l'antenne à Marco et Alix. Peace. Eh oui, on sent que franchement, il mérite ces efforts-là. Ouais. Exactement. On est de tout cœur avec vous, coach. Mais je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe dans ce... Vous savez que dans ce studio, il y a une forte majorité féminine, que ce soit à la réalisation, à la technique, tout ça. Mais lorsque l'élément du monsieur passe, franchement, alors qu'on a des hommes ici qui sont... Enfin... Ne soyez pas jaloux. Pardon ? Quand on connaît, selon et ça va de la rédactrice en chef jusqu'à l'animatrice sur ce plateau, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, enfin... On se passera de ce commentaire. Bon, on va tout faire pour atteindre son niveau, pour attirer aussi les regards. Merci en tout cas, c'est vous dire que la bonne humeur est de mise dans ce studio et vraiment on est très heureux d'être en votre compagnie. Et surtout que maintenant, on va essayer de lire les journaux à notre manière, n'est-ce pas? Bien sûr, et ça va se faire avec la belle voix modulée de Ange Patrick et Olivier. Bonjour Marcelin, bonjour à toutes et à tous. Démarrons notre revue de presse par un drame survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Boaké. Selon le site d'information Kouassi, une mère de famille et 6 de ses enfants ont péri dans un incendie au quartier Tola Kouadiokro de la capitale du Béké. À travers un récit de témoins, Fratmat Info relate que les victimes étaient plongées dans un sommeil quand l'incendie s'est déclenché. Et à en croire le site d'info du quotidien pro-gouvernemental ivoirien, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. L'actualité africaine marquée par la réélection du président camerounais Paul Biya à l'issue du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Il rafle ainsi plus de 71% des voix d'après les résultats proclamés hier par le Conseil constitutionnel. Pour le journal français Le Figaro, à 85 ans, le chef de l'État camerounais qui décroche un 7e mandat fait un peu moins bien qu'en 2011 quand il avait été réélu avec 78% des suffrages. Un vote loin de faire l'unanimité vu les contestations, notamment celle de Maurice Kamto qui avait proclamé sa victoire au lendemain du scrutin. Ce dernier est crédité de 14% des voix. Jeune Afrique qui croit savoir les raisons de cette réélection souligne que c'est la force de l'expérience, par ailleurs son slogan de campagne, qui a fait toute la différence. Le site de l'hebdomadaire panafricain qui revient par ailleurs sur la disparition de Marcel Gossio. Selon le confrère, sa disparition est un coup dur pour le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan avec lequel il prônait la réconciliation nationale. Affi-N'Guessan qui récemment a perdu un proche collaborateur en la personne du professeur Abondori Raymond. Le Nouveau Réveil a dévoilé pour sa part dans sa parution du 22 octobre les raisons du décès de l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan. Marcel Gossio est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral AVC, révèle le quotidien ivoirien. Poursuivons notre revue de presse pour nous intéresser à présent à Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d'or accusé de viol par une jeune américaine âgée de 34 ans au mois de juin 2009 assure être un exemple sûr et en dehors du terrain. Information rapportée par le site 20 minutes. Il s'exprimait en conférence de presse ce lundi soir à l'occasion d'un match entre la Juventus et son équipe et Manchester United en Ligue des Champions. Concernant ce cas de viol présumé, l'attaquant maintient qu'il s'agissait d'une relation consentie. L'affaire est donc aux mains de la police de Las Vegas qui a ouvert une enquête. Refermons notre tour des rédactions par la Grande-Bretagne. D'après 20 minutes, un lycée a interdit le port de sac à dos. La raison ? La direction de l'école avance des motifs de sécurité et de santé pour justifier sa décision. Eh bien, un jeune adolescent a décidé de protester contre cette mesure de manière très surprenante et originale. Il a apporté ses livres dans ce micro à ondes que vous apercevez sur votre petit écran. C'était là notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. À demain.
À chacun son micro-ondes pour aller à l'école. Ah, c'est pas pratique, hein? Non, du à un tout. moment, si quelqu'un l'a branché par inadvertance, bonjour les dégâts. Et si on n'a pas encore atteint, on va dire, la carrure de coach Cyril, ça va être difficile. Ah, vraiment, ce sera On en difficile, remet une couche, on en remet une difficile couche. de rivaliser avec le coach Cyril. Le coach Cyril sort de ce corps et allons sur la route, parce que c'est le point route maintenant. C'est parti. Alors, le point route nous mènera aujourd'hui, on démarrera par Koumassi, comme hier, avec le château d'eau en point de mire. Vue sur le château d'eau. Exactement. Et puis, pour ceux qui regardent de l'extérieur, c'est une route qu'on prend lorsqu'on va à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. C'est à l'entrée sud d'Abidjan. C'est ça, de grands axes qui Ensuite, sont nous allons du côté de l'échangeur. On va beaucoup échanger, hein, oui. au sens propre comme au sens figuré sur ce plateau. Marcory, également fluidité constatée, pas de bousculade à cette heure. C'est calme. Hein? C'est plutôt calme, on dira. On salue les locataires des cours avoisinantes également. C'est très calme ce moment. Alors, atterrissage, on repart sur les voies et on va au jour. Voilà, c'est le pont de Gaulle. Jolie vue. Hein. Oui, on profite en tout cas de la belle vue de notre perle des lagunes, Abidjan. C'est un bel endroit pour déclarer sa flamme. Par ce détour. C'est un bel endroit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ensuite, boulevard Lagunaire, au pied de l'immeuble Djekano et tous les immeubles afférents. Boulevard Lagunaire, oui. On va dire incliné à 360. Voilà. En tout cas, il y a une circulation. Il n'y a pas encore de go-slow, voilà, tranquillement. Pas de panique. Hein. Vous pouvez regarder Matin Bonheur et aller après rapidement vaquer à vos différentes occupations. Parlons d'occupation. Aujourd'hui, dans Matin Bonheur, c'est mardi. Mardi, c'est le droit. Nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir Maître Koné Kiyobien qui viendra nous parler d'un thème très intéressant, Alix. Bien sûr, on parlera des catastrophes naturelles et plus spécifiquement de la responsabilité et de l'indemnisation lors d'une catastrophe naturelle. Et ce sera pratiquement en fin d'émission. Donc restez toujours fidèles au rendez-vous, on va dire, de Matin Bonheur. On poursuivra avec, bien sûr, notre passe-partout qui est quelque part dans la ville. Oui, le passe-partout, c'est cette rubrique qui permet d'avoir les pulsions, les pulsations, tout ce qui rythme donc notre quotidien. Donc, je ne sais pas si on est déjà en liaison avec Nessie Ndri qui doit être quelque part dans la ville. Abidjan. Nessie, est-ce que vous nous recevez, Nessie? Nessie? Bonjour, Nessie. Bonjour, Marco. Bonjour, Alix. Bonjour, téléspectateurs de Matin Bonheur. Comme vous le constatez, Nessie est dehors. Oui, Nessie est sortie de sa cuisine diététique pour se retrouver dehors. Hein. Nessie est désormais le passe-partout de Matin Bonheur. Avec le passe-partout que je suis, nous serons partout avec vous. Peu importe où vous vous trouvez, on saura ce que vous faites les matins. Voilà, avant de nous suivre. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de découvrir ce qui se passe dans le back-office d'une boulangerie. Donc, quoi de plus normal que de mettre la main à la pâte? Allez, on y va. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Vous êtes très occupé apparemment. Aujourd'hui, on a décidé de venir mettre la main à la pâte. C'est bon, la farine est déjà prête. Tout est prêt. Pour que tout ça soit prêt, à quelle heure vous vous réveillez? On commence à partir de 1h. De 1h jusqu'à 3h du matin, on a fini le pétissage et le façonnage. Maintenant ça, c'est l'enfoulement, c'est notre partie du travail encore. Pour nous permettre de prendre le petit déjeuner avec du pain le matin, vous veillez toute la nuit? Oui, jusqu'à 6h, il faut que les premiers pains sortent, que les clients puissent acheter une baguette. Donc vous commencez à 1h et les premiers pains sortent à 6h. Et en moyenne dans la journée, vous pétrissez combien de pains? Moi, dans la journée, on peut pétrir au moins 400, 1200. Dites-nous, quelles sont les différentes étapes? C'est la farine qui est là. Ici, c'est la machine qui sert à mélanger la pâte. On appelle ça le pétrin. Voilà. Avec ça, on travaille. Une fois que la pâte est prête, on enlève. On met ici. On découpe. On appelle ça les pots, quoi. Les différents pots.
Vous faites des pots. Voilà. Vous les mettez là. Oui. Ensuite, ici, c'est la diviseuse. Elle sert à diviser les différents pots là. Ici, c'est la façonneuse. C'est dedans qu'on met la pâte. Voilà, la forme de la pâte. donc, pour les petits pains, les pains ronds. Voilà, on met ici, ça tombe, ça sort ici. Voilà. Et quand on finit ici, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est façonner les planches sur les planches là. Et il place sur le tapis là. Jusqu'à. Tout fois que le façonnage est terminé, on laisse la pâte se reposer jusqu'à ce que la pousse soit faite. Pas le façonnage, c'est l'enfournage. Et vous êtes l'enfourneur, c'est ça? À votre niveau, comment ça se passe? À 5h30, on commence l'enfournement. De sorte que ça puisse tomber juste à l'heure pour que les premiers clients soient satisfaits. L'enfournement, c'est fait avec des pâtes fraîches. On met d'abord les premières pâtes fraîches, on arrose le four avec de l'eau pour que le four soit un peu adossé parce que c'est trop chaud le four, c'est trop à 200 degrés, 250 degrés. Donc on arrose un peu pour que ça soit à nouveau, non pas que le pain brûle. Voilà. Après l'arrosage, on met les pâtes et on attend au moins à 15 minutes de cuisson parce que le pain dure 15 minutes quand le four est chaud à niveau. Voilà. Donc, après les 15 minutes, on regarde, voir si les pains sont prêts ou bien bon, on doit accepter encore 2 minutes pour voir si après les 15 minutes, on fait sortir les premiers pains et on les met dans le guichet. Votre journée de travail démarre à 1h du matin et ça se termine à quelle heure? Ça se termine, on peut dire, bon, au plus tard 20h, 21h, 22h, tu vois, c'est comme ça. Vous dormez combien de temps par jour? 22h à 1h, de 1h à 6h, tu vois, c'est un travail comme ça. Je suis, bon, c'est la population, ça satisfait la population. On devra savoir que nous aussi, on travaille Dieu pour eux. Et Dieu merci à la journée mondiale de l'alimentation et du pain qui vous met en avant. Parce que qui parle de pain, parle bien sûr de boulanger. Et surtout que vous vous levez à 1h du matin pour vous coucher à 21h. Toute la journée, vous avez du pain sur la planche. Hein. Maintenant, dites-nous, aujourd'hui, quel message souhaiteriez-vous adresser à la population? Le message est plus lancé à mes jeunes frères qui sont dans la rue, d'autres microbes, des brigands, quoi. Si c'est un métier, le métier, il faut la maîtriser. Ça partit partout en France, en Europe, ça n'a jamais moyen. Puis ça n'a jamais quitté dans ta main. C'est une maîtrise, tu vois. C'est une maîtrise. Donc, quand tu as maîtrisé, ça va pas tout passer ta main. Non seulement, ça te permet de manger encore. Quand tu manges le pain, tu grossis tout cela. Il était bien sain, là. Ouais. Mais aujourd'hui, il a mangé la grossir, donc tu vois. Respect. On va vous laisser terminer. On va aller voir les premiers clients. Merci à vous. Bonjour mesdames. Tous les matins c'est du pain ou bien c'est aujourd'hui exceptionnellement vous avez décidé de consommer du pain? Merci. Vous fuyez notre caméra. Ce matin bonheur. Il y a Alix et Marco qui sont là. Le pain est doux, le pain d'ici là c'est trop doux. Donc c'est ça, on arrête tout juste comme ça, on s'arrête comme ça. Mais vous savez, derrière ça travaille dur. Pour que vous puissiez avoir votre pain chaud le matin. Ah, oui, ça travaille dur, mais nous aussi, c'est quand on vient payer qu'ils font ça. Trois pains. La midi, il y a même pain, la nuit, il y a même pain avant de dormir. Sans, ma vie n'est rien sans pain. Vous avez un mot pour ceux qui fabriquent du pain, les boulangers? Vraiment, j'ai dit merci à tous ceux qui font pain là. Ah là. Si tu veux demain, vous venez en Côte d'Ivoire, ici est rempli. D'accord. Donc, pain, j'ai dit à tout le monde demain, pain, c'est trop bon. Si tu as un café baoulé, c'est trop bon. Ah, je vous l'ai dit, hein. Le pain, c'est la chasse gardée. C'est fini, pardon. Tous les matins, les clients ils viennent acheter le pain pour déjeuner. Ça commence à partir de quelle heure? À partir de 6 h. À partir de 6 h, on est là 24 h sur 24. Vous vous réveillez à quelle heure? Vous dormez à quelle heure? On ne dort pas. On est là 24 h sur 24. On monte à 6 h. On descend normalement à 6 h. Et souvent, c'est difficile, mais on fait avec. Vous avez un message pour les clients? Oui, bon, on demande pardon aux clients qu'on a offensés. Vraiment, on leur demande pardon parce que ce n'est pas facile. Donc, c'est comme ça. C'est vrai que la baguette est très très prisée, mais il n'y a pas que ça. Il y a différents types de pain, n'est-ce pas? Oui, bon, nous avons ici le pain complet, le pain au son, pain bip, plusieurs types de pain qui permettent aux clients de bien se nourrir. Quel est le pain à part la baguette qui est le plus sollicité? Bon, quand les clients viennent souvent, ils demandent après le pain complet. C'est un pain de régime. Le pain au son aussi, c'est le pain de régime.
Donc, à part la baguette, c'est les pains complets, les pains au son que les clients demandent souvent. Marco, Alix, chers téléspectateurs, il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour vous permettre d'avoir votre pain quotidien. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Tout à l'heure, nous étions en duplex avec Nessie Ndri qui, à l'occasion de la journée de la boulangerie du pain, a décidé d'aller dans une boulangerie. Et puis, en plus, nos boulangers, ce sont nos amis du matin. On est côtoie, on fait pratiquement, on a pratiquement le même réflexe. Exactement, on se lève tôt, on veille, du champ tout du ça. coq, donc voilà. On va aller aborder un autre thème, un autre pan de cette émission, un élément assez important qui prend malheureusement de plus en plus de l'ampleur dans tous nos pays. Exactement, il s'agit d'un fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur, comme Marco vient de le dire. On estime aujourd'hui, avec plusieurs études à l'appui, à une femme sur 3 qui serait victime de violences conjugales. Un grand reportage qui nous est offert par on va dire la direction de l'information et qui porte le sceau de Christelle Menant, nous parle des violences conjugales, rompre le silence. Oui, ce sera donc le grand format de cette émission, un grand reportage pour permettre à tout le monde de voir un peu les enjeux et de cerner un peu tout ce qui se passe. On va le proposer tout à l'heure, mais avant, on va passer justement par le JT parce que l'information n'attend pas. Il est 6h30, dans quelques instants seulement, Hamza Diaby est là pour le deuxième pan de l'actualité dans Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour. Le début de matinée sera marqué par un temps de brouillard ou brume humide dans la bande centrale avant de laisser place à un temps ensoleillé. Par ailleurs, sur la région du Nord, on aura un ciel peu nuageux et progressivement ensoleillé par la suite. Sur les régions forestières et le littoral, on pourra observer un temps nuageux avec des périodes de pluie localisées. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, 25 sur la ville d'Adiaké, Bandoukou 24 degrés, Boaké 23 degrés, il fera 24 degrés à Daloa, Dimbokro 23 degrés, Gagnoa 23 degrés, Korogo marquera 24 degrés, 23 degrés sur la ville de Mont, le mercure affichera 24 à Odiéné, San Pedro 25 degrés, les villes de Sassandra et Tabo marqueront 25 degrés et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, les régions de l'ouest, le sud forestier et le littoral pourraient observer après un temps ensoleillé des formations orageuses suivies d'averses de pluie. On aura de denses nuages sur les régions de l'est avec également des possibilités de pluie orageuses. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, 31 à Adiaké. Le mercure affichera 32 à Bandoukou, Boaké, 31 degrés. Il fera 32 à Daloa, Dimbokro, 33 degrés. 32 degrés à Gagnoa, Korogo, 32 degrés également. 31 degrés sur la ville de Mont, à Odiéné, 32 degrés. 30 degrés sur les villes de San Pedro, Sassandra et Tabou. Et Yamoussoukro marquera 31 degrés. Très belle journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous prennent en marche. C'est parti pour 5 minutes d'actualité africaine. Le président Paul Biya, âgé de 85 ans, est officiellement réélu pour un 7e mandat à la tête du Cameroun qu'il dirige depuis 1982, soit 36 ans de présidence. Il a été donné vainqueur hier lundi du scrutin du 7 octobre après plus de 4 heures de proclamation des résultats donnés par le Conseil constitutionnel, département par département. Une victoire écrasante sur fond de contestation des candidats de l'opposition.
Le recensement électoral en Guinée-Bissau, dont la fin était prévue le 20 octobre, a été prolongé d'un mois. Une extension qui devrait entraîner un report des élections législatives du 18 novembre, selon la ministre de l'Administration territoriale. Ces élections doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis la destitution en août 2015 par le chef de l'État de son premier ministre, Domingos Simoes Pereira. Et puis, dans la République autoproclamée du Somaliland, où la population se méfie du système bancaire, la monnaie n'a quasiment plus aucune valeur. Le règlement des petits achats du quotidien se fait par téléphone grâce à un portefeuille électronique. Pour acheter sa boisson fraîche, Abdi Hakim Osman n'a pas à sortir de monnaie. Pour payer, son téléphone suffit. Bienvenue au Somaliland où la modernité côtoie le dénuement. Ici, quasiment tout le monde utilise Zahad, un portefeuille électronique. Nous achetons tout avec des shillings du Somaliland avec notre portefeuille mobile. Vous devez d'abord déposer des dollars sur votre téléphone, puis vous les échangez en shillings du Somaliland et après vous pouvez faire vos achats en monnaie locale. Vous pouvez déposer 10, 20 ou 30 millions de shillings. Le pays a sa propre monnaie, lancée en 1994, mais aujourd'hui elle est complètement dévaluée. Même des poches pleines ne suffisent pas pour faire de simples achats. Dans les rues d'Hargeisa, il est très commun de voir ces courtiers avec des mètres cubes de billets. Pendant les 3 premières années, un dollar américain valait entre 7 500 et 8 000 shillings somalilandais. Maintenant, c'est 10 000 shillings. Le Somaliland, qui s'est déclaré indépendant du reste de la Somalie en 1991, mais n'est officiellement reconnu par aucun pays, n'a que 2 banques. Et la population se méfie du système bancaire. La population ne dépose pas son argent dans les banques gouvernementales parce qu'elle ne leur fait pas confiance. Ils préfèrent le déposer dans des banques privées ou sur leur portefeuille mobile. Et c'est ce qui a contribué à la dévaluation de la monnaie et par conséquent rendu le dollar plus fort. Aujourd'hui, Zahad compte 850 000 utilisateurs, soit un quart de la population. Les détracteurs de ce système s'inquiètent du manque de régulation. La monnaie mobile n'est pas contrôlée par la Banque centrale. Pour d'autres, cette nouvelle économie d'apparence moderne leur donne l'espoir d'une reconnaissance internationale. Pour refermer ce journal, sachez que l'Union européenne a annoncé avoir alloué 7 200 000 euros supplémentaires afin d'intensifier la lutte contre la maladie à virus Ebola en RDC qui a fait 153 morts depuis août dans le pays. Le montant total de la réponse de l'UE face à cette crise s'élève jusqu'à présent à 12 millions d'euros en 2018. Le soutien de l'Union européenne comprend l'expertise technique, les services aérien humanitaire, le financement de la recherche et l'assistance humanitaire. C'est la fin de ce journal. Je serai encore avec vous tout à l'heure à 7h. Merci Hamza, et on se revoit dans quelques instants. Dans 25 minutes. Exactement. Et nous, tout de suite, nous repartons pour un élément. Nous l'avons annoncé avant le flash. C'est les violences conjugales. Quant à les femmes, brisent le silence. Extempier, Christelle Menin. Ça part des injures, des humiliations. Après, maintenant, c'est des coups de poing. Les gens nous disaient, tu attends qu'il te tue avant de partir. Il y a certains enfants même qui disent à leur maman, si tu n'arrêtes pas, quand papa va venir, je vais lui dire et tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est un crime vieux comme le monde, étouffé sous le poids des traditions et des préjugés. Sur 3000 Abidjanaises interrogées, 70% déclarent être victimes de violences conjugales. Aucune catégorie sociale n'est épargnée. Bastonnade, viol, humiliation, menace de mort, jusqu'à ce que celle-ci soit une réalité. Ce qui tue aussi, c'est la culture du silence. Il fait voir des choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vraiment un calvaire, quoi. Derrière les murs des maisons, dans le cocon familial, c'est une des violences les plus répandues en Côte d'Ivoire, généralement insoupçonnable au début de la relation. Comme avec Muriel, qui pensait avoir trouvé le prince charmant. Et puis un jour, le premier geste violent. Il m'a donné un coup sur la bouche. J'ai vu les étoiles, quoi. Je n'ai rien compris. Il m'a fallu au moins quelques secondes pour me dire qu'il fallait, il a fait. Le premier geste est déjà le geste de trop. Mais bien souvent, avant les coups, des violences psychologiques, cause de blessures émotionnelles tout aussi douloureuses. Injures, dévalorisation, menaces, jalousie. Il y a aussi les actes de contrôle.
qui consiste à priver son conjoint de sa liberté de mouvement, de pensée ou de ressenti, empêcher son conjoint d'avoir accès à l'argent, à ses proches ou de sortir du domicile sans demander la permission. Il m'insulte en public, soit il s'adresse à moi comme un torchon ou une serpillière. À la suite, c'était question de choisir mes amis, ma famille. Et une fois, il a osé me dire, si je vais appeler ses sœurs ou ses cousines, je dois lui demander la permission. Un homme qui frappe recommencera toujours. C'est toute leur histoire de vie. Ceux qui ont souffert de cela à l'enfance eux-mêmes, ils ont été victimes de violences. Vous avez le monsieur qui est dans une fonction d'autorité, qui ne souffre pas, par exemple, à la maison, on puisse lui tenir tête. Il y a le pervers narcissique, il va prendre quelqu'un qu'il sait pouvoir manipuler. Il a pris soin de se montrer gentil et très très large avec ses proches. Il a pris soin de la priver de certaines de ses ressources amicales fortes, de sorte qu'elle se retrouve seule face à lui. Et quand il finit par la battre, elle n'a plus personne à qui aller raconter cela. Selon les spécialistes, les violences conjugales obéissent à un cycle. La phase de tension, période de menace qui contraint la victime à faire attention à tous ses gestes, puis la crise, le conjoint violent passe à l'action, frappe la victime, vient le déni, les excuses, prétextant que c'est la faute de l'autre. La victime doute de ses propres perceptions et se sent responsable de la situation. Enfin, la lune de miel, le conjoint violent demande pardon et promet de changer. La victime lui donne une chance et constate ses efforts avant de rebasculer dans un climat de tension. En Côte d'Ivoire, pas de texte juridique spécifique sur les violences domestiques. Elles sont considérées et punies comme des coups et blessures selon l'article 345 du Code pénal. L'article 345 du Code pénal qui sanctionne les coups et blessures volontaires ne prend pas spécifiquement en compte les violences conjugales. Les seules hypothèses prévues par la loi sur le divorce, ce sont des sanctions donc civiles, mais pas de sanctions pénales pour les cas de harcèlement et autres formes de violence, surtout sexuelles, dans un couple qui ne sont pas prises en compte. La honte, la culpabilité, l'isolement, l'incompréhension des proches, surtout en l'absence de traces de violence sur le corps, les brutalités domestiques contre les femmes sont considérées comme banales, presque normales, dans les sociétés africaines. Selon la Banque mondiale en 2016, 51% des Africaines considèrent que leurs maris ont raison de les battre. Une tolérance culturelle qui explique en partie pourquoi les victimes ont du mal à partir, même quand les violences sont de moins en moins supportables. Blandine a vécu cet enfer pendant son enfance. Durant de longues années, son père a battu sa mère. Mes petits frères et moi avons beaucoup souffert de cela et on continue encore d'en payer le prix. Moi, personnellement, je m'étais dit que je n'allais pas me marier parce que pour moi, un mari, c'est un problème. Peut-être un amant pour faire 1-2 enfants, pour chez moi, puis ça me va. Aujourd'hui, à 36 ans, célibataire, sans enfant, elle n'a pas encore fini de se reconstruire et garde en mémoire les séquelles de cet environnement familial violent. On a d'abord mal parce qu'elle est battue, mais on a encore plus mal lorsque on ne peut pas la faire sortir de cette souffrance-là. Elle en parlait toute seule, à la cuisine. Où aller sans moyens et quand on n'a personne chez qui rester? Il n'existe pas de centre d'hébergement pour les victimes de violences conjugales en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de structure prévue, ne serait-ce même que pour écouter ces femmes, pour les accompagner. Il n'y en a pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes préfèrent souffrir en silence. Difficile de partir, mais encore plus difficile quand on a quitté, selon les victimes. Se reconstruire seul, guérir de ses blessures physiques et psychologiques infligées par l'être aimé. Difficile, mais pas impossible quand on a fait le choix de vivre. À l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur 3 sera victime de violences physiques ou sexuelles au cours de son existence. Voilà, le moins qu'on puisse dire, mesdames et messieurs, c'est
Plus jamais ça. Plus jamais ça. Il est 6h42 partout en Côte d'Ivoire. L'uniformité des matinales nous permet bien sûr de faire un coucou à nos amis du matin du côté de la radio. Et le groupe RTI a une radio qu'on appelle Fréquence 2, la radio des jeunes. Et là-bas, ils nous font un petit coucou avec Priscilla Desgameuses, tout cela goupillé par Mr. Isaac Dosso, mon ami personnel avec Prince LB, Yann Bourg. Est-ce que la team est là? Est-ce que la team est dans la soupe là, comme on dit? Dis donc. Est-ce que ça va? Bonjour. Ah ouais, on les voit. Ils sont tranquillement en train de... Ils sont en train d'échanger. Bah ouais, en train d'échanger. C'est pour dire, hein, mesdames et messieurs, que de plus en plus, dans Matin Bonheur, on va faire une incursion donc du côté de Fréquence 2 dans les matins d'Isaac. Là, ils sont en pause. Et voilà, je vois Tony de l'Estanguet, c'est ça? Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas C'est Tony celui qui faisait l'émission les dimanches avec Joseph Andjou. Ah, voilà, Isaac vient d'arriver. Mr. Isaac vient d'arriver. Isaac Dosso. Voilà, c'est un peu la configuration. Ils sont en direct avec vous tous les matins sur Fréquence 2. Priscilla Desgameuses juste à côté. Voilà, qui nous esquisse quelques on a pas reconnu dedans. Priscilla. L'énergie est toujours en rendez-vous. Ça va Isaac? Bonjour Isaac, ça va ou pas? Il le fait à gauche, il le fait à droite. Il a dit arrête de donner le way, stop de donner le way. Et là maintenant c'est faut me donner ça. Il n'est pas honte. Bah non. Honte de quoi? Il n'est pas honte. Non, mais là, le mec il pense à servir tout le monde. Tu te trompes, Carlton. Il ne parle pas de ce qu'il disait, stop de donner le oui, c'est pas de ça qu'il parle. Là, il parle de l'amour de la femme. Il aime la femme, donc voilà. C'est bien ça. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que là, c'est vrai, nous sommes en direct à la radio, notamment sur 92.0 de la bande FM à Abidjan et Périph', ou encore sur le site internet du groupe RTI. Mais la grosse nouveauté, là, ce matin, on est en direct dans Matin Bonheur. Salut Marco, salut à toute sa team. Ah ouais, dans Matin Bonheur. Ah, mais ouais. On te voit. Mais où il est? On va Non, c'est juste pas possible. On a le temps, nous, de rappeler donc, le sujet pour lequel nos auditeurs pourront nous appeler tout à l'heure. Le temps, ouais. Le temps, le sujet. Vas-y, prends le sujet. Tout à l'heure, j'étais en train de motiver. Faut me laisser mon bras. Je le motivais. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. La question, c'est comment motiver vous, vos collaborateurs en entreprise. Tout à fait. Voilà, donc, souvent, tu arrives, ton collègue, ça ne va pas, il est joint, il ne s'est pas bien réveillé, alors que vous travaillez ensemble. Donc, il faut le motiver. Il ne faut pas rester là pour faire genre, c'est son problème, hein, s'il n'a pas donné une bonne performance, on est bien chercher. Hein. Bah, imagine Marcelin qui arrive le matin, il est tout à morph, le gars, il a encore sommeil et tout. Bon, ouais, je prends ton cas, hein, Marcelin, parce que tu es le plus proche là de nous. Donc, pour parler comme les jeunes gens, il s'est canné, donc on va le dépecer en direct à la tronçonneuse. Donc il arrive, il est tout fatigué. Il est fatigué. Il a tourné. Non, c'est Govoy. Souvent, lui et moi, on se croise à la rue Ministre. C'est pas possible. Donc il est fatigué, il rentre. Ah ouais, Rue Ministre. Oui, rue Ministre. D'accord, bon ben. Je savais. Mais comme on sait qu'au travail, ça ne sera pas bénéfique pour l'entreprise, donc il serait, on va dire, intéressant que le collègue dise à son ami, fais ci, fais ça pour être motivé, pour que ça marche. Bien sûr. C'est de tout ça là que le coach parlait. Ouais, faut être enthousiaste. Hein. Voilà. Faut être enthousiaste. Voilà. Si toi-même tu ne l'es pas, comment tu vas motiver ton camarade? C'est ça. Comment tu vas motiver ton collègue? Tu rentres dans l'entreprise, le visage du gars comme ça. André, toi, tu as brisé son foyer. Briser son foyer? Oui. Oui. Chacun quitte sa situation pour venir au travail. Tu arrives au travail, tu rentres dans le bureau, ton collègue, son visage comme... Mais c'est là qu'on voit les rires même. Tu dis bonjour, même André, le gars, tu arrives. Pour te répondre, même il a des difficultés. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il t'a fait quoi? Non, mais ça y est. Tu peux parler sur la télé, tu vas faire comme si tu ne me connais pas. Hier, on était à la rue Ministre ensemble, c'est pas que j'aime pas parler de ma vie privée. Mais tu as déjà dit. Oui, vas-y, Calvin. Les Marcelins qu'on voit là, ils portent souvent les boubous, non? Parce qu'il est toujours dans le vestin. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, souvent. Attends, les vendredis, ils portent des boubous. Ah ouais, même son pyjama, c'est un costard. Hein. Attention. Même son drame, c'est ça. Bon, ça sera comme ça désormais tous les mardis. Donc, tous les mardis à 6h40, vous aurez donc une sorte de multiplex, radio et télévision. El Madurito. Maduarari. Est-ce que je peux terminer? Non. Voilà, donc vous êtes nous. Oui, j'étais à la rue Ministre hier avec Priscilla Desgameuses, j'avoue, parce qu'on préparait l'émission d'aujourd'hui. C'est bien d'avouer parce que dans le point d'hier, tu as omis de me dire que tu étais avec Priscilla. Non, ça m'a surpris. C'est précis, elle est venue dégamer et puis c'est comme ça. En tout cas, ce sera comme ça chaque matin avec la team de Fréquence 2 dans les matins d'Isaac et surtout chaque mardi. Mais voilà quoi. Et puis écoutez Fréquence 2, la fréquence jeune, soyez câblés, surtout connectés sur tout le groupe RTI. La suite, Alix. Alors,
Alors Marco, nous on va poursuivre cette émission avec la rubrique e-digital. Aujourd'hui on parlera de portabilité de numéros en matière de téléphonie mobile. D'abord le jingle et juste après on en parle. Bonjour à vous, monsieur Isaac Siaka, vous allez bien? Allez, ça va bien, merci. Alors, au niveau portabilité, vous êtes déjà paré, hein? Ça va chez vous? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux autres maintenant? Bon, on peut dire que la portabilité, c'est en fait maintenir son numéro et tout en changeant d'opérateur mobile. D'accord. Voilà, changer de couleur tout en maintenant son numéro. C'est la quintessence hein, de la portabilité. Alors, et cette portabilité-là, a-t-elle un coût? Comment être éligible à la portabilité? Il faut dire que la portabilité a commencé depuis le 3 septembre 2018 en Côte d'Ivoire, qui a été entérinée par la décision de la TCI 2016-145. Je rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, que la RTCI, c'est l'autorité qui régule le dossier. Tout à fait. Alors, comment se fait la portabilité et où se fait-elle concrètement? Ça s'est fait au niveau de tous les opérateurs. En fait, lorsque vous tapez étoile 177 dièse, ce qui concerne MTN et Move, vous avez toute la procédure pour la portabilité. Ensuite, vous faites dièse 177 dièse pour Orange. Vous aurez aussi la procédure pour la portabilité. Et vous verrez si vous êtes éligible ou pas. Si vous êtes éligible, parce que pour être éligible, d'abord, il faut être identifié correctement. D'accord. Ensuite, c'est la base. C'est la base. Il faut être identifié. Ensuite, il faut être actif depuis 60 jours. D'accord. Ensuite, il ne faut pas devoir à l'opérateur parce que on allait en venir. Et surtout avec tout ce qui est transfert d'argent, il ne faut pas devoir aussi à l'opérateur. Dans ce cas-là, quand les souscriptions antérieures sont toujours effectives, comment ça se passe? C'est annulé? C'est pas validé? Non, les souscriptions sont annulées. En fait, lorsque vous faites la portabilité, il faut dire que vous perdez tout le bénéfice que vous avez. Et vous n'avez plus d'unités, vous perdez les unités, vous perdez tout ce qui est bonus de communication, les messages et autres, vous perdez tout. Donc, quel est l'avantage alors? Et même les numéros que vous avez sur vos portables. Donc, ça veut dire que si vous faites la portabilité, il faut d'abord conserver vos contacts sur votre portable, au lieu de le mettre sur votre puce. On sait aussi qu'au niveau portable, il y a l'inévitable passage du mobile money. Tout à fait. Quid du mobile money donc? Le numéro est actif. D'accord. À ce niveau, il n'y a même pas de souci, c'est vraiment actif. Si vous partez chez notre opérateur, vous gardez, votre numéro est actif concernant le mobile money. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Alors, dernière question avec Alix. On va savoir comment les correspondants sont au courant de cette portabilité-là de l'usager. Bon, je pense que les opérateurs mobiles ont fait des communications à ce niveau. La TCO aussi a fait des communications à ce niveau et des publicités pour dire comment on fait. Mais je vous dis que lorsque vous voulez savoir si vous êtes éligible ou pas, si vous êtes Orange, vous faites dièse 177 dièse et pour les autres opérateurs, vous faites étoile 177 dièse. Où se trouve la subtilité pour terminer avant la pub? C'est où la subtilité? Oui, il y a un petit piège quelque part, c'est trop facile. Il n'y a pas de piège, en réalité, il n'y a pas de piège. Vraiment, il y a une transparence au niveau de la portabilité. Je pense qu'il y a des bénéfices, il y a aussi des inconvénients, comme je vous ai dit. Lesquels? Les inconvénients, en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous perdez carrément vos contacts, vos numéros qui est sur la puce. Ah bon? Donc, il faudrait le faire. Tout est à refaire. Voilà, il faudrait les envoyer sur votre portable avant de faire la portabilité. Et ensuite, vous perdez tous les bonus de communication, vous perdez vos unités. On commence à perdre beaucoup, on dirait, dans cette portabilité. Finalement, le seul avantage, c'est qu'on garde le numéro qu'on a toujours eu, c'est ça? Voilà, le numéro qu'on a toujours eu. Ensuite, on a aussi l'opportunité aussi de tester les opérateurs mobiles. Parce qu'en termes de qualité, si vous n'êtes pas satisfait d'un opérateur, vous pouvez le quitter pour aller chez un opérateur par rapport à la qualité et à l'offre. Et ce n'est pas, je veux dire, un processus irréversible. On peut revenir, partir, revenir. Il y a une délai de 60 jours. Merci beaucoup à vous, monsieur Isaac Siaka. La portabilité des numéros pour la téléphonie mobile. J'espère que vous êtes parés. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce troisième rendez-vous d'information dans le cadre de Matin Bonheur. Le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton, a rencontré hier lundi à Moscou le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui attendait de pied ferme ses explications sur le retrait américain d'un traité majeur sur les armes nucléaires annoncé 2 jours plus tôt par Donald Trump. John Bolton a discuté du sort du traité lundi donc avec
Sergei Lavrov et a aussi passé près de 5 heures avec Nikolai Patrutchev, le chef du Conseil russe de sécurité nationale. Les responsables russes ont insisté sur le fait que Moscou ne violait pas le traité. La vie revenait lentement à la normale dimanche à Motsamodo, capitale de l'île d'Anjouan, après la prise de contrôle la veille par l'armée de la Médina, dans laquelle étaient retranchés depuis 6 jours des rebelles opposés au président des Comores, Azali Assoumani. L'opération de l'armée s'est faite sans violence pour mettre fin à ce dernier épisode en date des troubles qui ont agité l'archipel des Comores à de nombreuses reprises dans le passé et qui se soldent par la mort de 3 personnes. On en parle avec Abou Sanogo. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochains journaux. Nous allons poursuivre le cours normal de ce journal. C'est un nouveau rendez-vous entre Tariq Ramadan et les juges d'instruction hier lundi à Paris. La diffusion de 399 SMS échangés entre lui et Christelle, l'une de ses accusatrices, l'incite en effet à donner sa nouvelle version des faits. Incarcéré depuis sa mise en examen le 2 février pour les viols de 2 femmes, le célèbre islamologue de 56 ans a toujours nié toute relation physique avec Christelle, surnom donc dans les médias de la deuxième plaignante de cette affaire qui l'accuse de viol. Après des années d'exil au Liban, des familles syriennes peuvent finalement rentrer chez elles dans le cadre de retours collectifs organisés par les autorités libanaises en coordination avec le pouvoir du président syrien Bachar al-Assad. Si c'est possible, nous allons voir l'élément vidéo. Chaque semaine, des dizaines de Syriens se massent dans ce stade près de Beyrouth, comme Naam et ses enfants. Après plusieurs années réfugiés au Liban à cause de la guerre qui ravage la Syrie voisine, ils ont décidé de rentrer chez eux. On est content et hésitant à la fois. Là-bas, les prix sont élevés, il n'y a pas de travail, la vie est difficile aussi. Mais Dieu merci, dans notre région, c'est calme. Notre maison tient encore debout. Nos proches vivent là-bas, sur notre terre, avec nos bêtes. Ça ira bien, Dieu merci. Comment tu t'appelles? Naamé? C'est bon, tu peux monter, doucement, un par un. Naamé rentre seul vers la province de Hama. Son mari restera au Liban encore quelques mois. Un au revoir difficile vers un pays qu'ils ont quitté il y a presque 6 ans. Depuis plusieurs mois, les autorités libanaises et syriennes se coordonnent pour organiser des retours volontaires et gratuits vers la Syrie. Près de 6000 personnes sont ainsi rentrées en 2018. Rawad et sa famille repartent vers la Routa orientale près de Damas, reprise au début de l'année par l'armée syrienne. Qu'est-ce que je peux dire? Que de sentiments. Je vais revoir ma maison, je vais revoir mes champs. Honnêtement, ce sont des sentiments indescriptibles. Dans ses sacs, Rawad a mis tout ce qu'il possède. Et il faut se battre un peu pour être certain de tout emporter. Ce jour-là, près de 150 réfugiés monteront dans ses bus, mais Rawad laisse derrière lui ses 3 frères. On le retrouve quelques semaines plus tard dans la maison familiale auprès de son père qui attend impatiemment le retour de tous ses enfants. J'étais déprimé que mes enfants aient quitté le pays. Je pleurais quand on parlait au téléphone. Dieu merci, 2 sont déjà rentrés. J'espère que les autres vont suivre. Quand mes enfants seront près de moi, je serai le plus heureux du monde. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ce couturier de profession cherche maintenant un travail. Son ancien atelier a été pillé. La cherté de la vie libanaise et les victoires du régime syrien l'ont poussé à rentrer chez lui. Mais ses retours restent encore très limités comparés aux 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, dont plus d'1 million vers le Liban. Beaucoup ont fui la destruction et rien ne les attend en Syrie. Nous allons refermer ce journal. C'est donc la fin. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne. Merci Hamza pour ce marathon de l'info.
Exactement, et qui est refermé avec le Flash Inter. Alors nous, on va maintenant s'attarder à notre sujet thématique du jour. Aujourd'hui, c'est droit. On parle de catastrophes naturelles, responsabilité et indemnisation. Alors avant de débattre de toutes les différentes articulations qui meublent ce sujet, on passe à l'élément illustratif. Une tempête au large de telle ou telle côte, des pluies torrentielles, séismes ou vents violents, autant d'événements d'origine naturelle, subis et brutales qui peuvent engendrer de grands dégâts. J'ai été victime d'une catastrophe naturelle durant les événements de juin dernier. Ma maison a été inondée aussi. On s'est réveillé la nuit, tout était dans l'eau. On était obligé de vider l'eau jusqu'à 6 h du matin. Cette année, comme ça, il y a eu l'inondation ici à la Riviera. Les amis qui ont tout perdu, les maisons ont été inondées, les magasins ont été saccagés. Personnellement, j'ai un ami proche dont sa ville a été inondée. Ses meubles sont gâtés, sa télévision. Il y a le matériel qui était quand même qu'on ne peut même pas récupérer parce que vraiment tout est parti. Il s'agissait en fait d'un ami à moi qui habitait dans la zone de la Palmeraie. Lors des dernières inondations, il a perdu quasiment la totalité de ses meubles. Et bon, dans son quartier, il y a quelques personnes qui sont décédées aussi. En Côte d'Ivoire, les intempéries de la nuit du 18 juin 2018 soulèvent de nombreuses interrogations, notamment sur la responsabilité. L'État a une très grande responsabilité parce que l'État, c'est comme le père de la nation. Donc l'État est obligé de prévenir. C'est vrai qu'on appelle ça catastrophe naturelle, mais il faut des dispositions pour minimiser ces catastrophes. En particulier le cas de la rue Ministre. Il faut que le gouvernement fasse l'effort d'amenuiser, à défaut d'annihiler ces dégâts aussi catastrophiques, on peut les atténuer. Après la catastrophe naturelle, qui indemnise? Les victimes s'interrogent. J'ai été victime. On nous a même recensés. Ils ont demandé qu'on soit, comment on appelle ça, indemnisé, mais depuis on attend. Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, sous les eaux. Et c'est la commune de Cocody qui a payé le plus lourd tribut avec des pertes en vie humaine. Dans le souci de faire face à pareille catastrophe, le gouvernement a procédé à la destruction des maisons qui faisaient barrage à l'écoulement des eaux et à la réhabilitation des routes. Merci beaucoup à Maître Koné Kiobien d'être avec nous une fois de plus pour cette année. Responsabilité et indemnisation relativement aux catastrophes naturelles. Dieu sait que très souvent dans nos pays en voie de développement, en voie d'émergence, on est confronté à ce genre de soucis. On a encore souvenance de ce qui s'est passé avec les pluies diluviennes il y a quelques mois seulement. On profite de l'occasion pour être de tout cœur avec toutes les personnes qui ont souffert des affres de cette catastrophe. Maître, bonjour. Bonjour. Petite question, hein. Oui. Le reportage, impression là-dessus? Oui. C'est complet, il y a des choses à ajouter Est-ce que tous les points ont été abordés dans le reportage quand vous avez suivi, c'est bon? Non, pas tout à fait, on ne peut pas aborder tous les points parce que quand on parle de catastrophes naturelles, il faut dire qu'il y en a plusieurs. Justement, c'est quoi une catastrophe naturelle? En fait, pour parler de catastrophe naturelle, il n'y a pas une définition proprement parlée de catastrophe naturelle, mais c'est le fait de l'intégration par la loi d'un phénomène reconnu comme tel. C'est-à-dire une loi détermine tel événement comme catastrophe naturelle. Et aujourd'hui, les Nations Unies ont réussi à mettre parmi les éléments, parmi les domaines d'intervention, la catastrophe naturelle. Il faut dire qu'à l'occasion de la création de l'Organisation des Nations Unies, on pensait simplement que l'ONU ne devait intervenir que dans les cas de guerre ou bien pour sauver, dans le cas pour l'aide humanitaire, sauver les victimes des conflits et faire en sorte que soit les conflits n'apparaissent pas ou, quand le conflit apparaît, faire en sorte que ce conflit-là ne soit pas trop désastreux pour les individus et les biens. Mais au fur et à mesure que les années passaient, un nouveau phénomène se présentait à l'échiquier international. Un nouveau phénomène faisait son apparition sur la scène internationale qu'on appelle la catastrophe naturelle. C'est-à-dire les éboulements, les cyclones, les typhons, les tsunamis et ainsi de suite. Donc l'Assemblée générale des Nations Unies a cru bien
faire d'intégrer désormais parmi ces domaines d'intervention, ces zones d'intervention, l'état de catastrophe naturelle. Et tout événement qui oblige les personnes soit à se déplacer ou bien qui a un impact négatif sur une ou plusieurs personnes n'est pas forcément une catastrophe naturelle. Une maison qui s'écroule, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Une route qui se coupe parce qu'un pont qui saute, ce n'est pas une catastrophe naturelle. L'état de catastrophe naturelle doit avoir un impact assez conséquent, un impact assez sérieux, et il doit atteindre un nombre de personnes assez important pour qu'on parle de catastrophe naturelle. Je prends le cas concret dans l'Aude actuellement en France. Avec, voilà, là, c'est concret, on a parlé de 16 000 personnes sinistrées, 200 millions, les assurances qui interviennent. Très bien. Dans l'Aude aujourd'hui, ou bien tout dernièrement, il y a eu des vents violents qui ont frappé la côte est américaine et les inondations en Côte d'Ivoire. Oui. Ça, c'est une catastrophe naturelle. Et les décrues aussi avec les fleuves. Absolument. C'est une catastrophe naturelle. Mais si aujourd'hui, derrière votre maison, un caniveau a débordé, vous ne pouvez pas parler de catastrophe naturelle. Non, ici, il y a peut-être une défaillance des travaux publics, une défaillance de l'ouvrage public, mais ça ne peut pas être une catastrophe naturelle. Je parlais de l'Aude tout à l'heure, avec l'Aude en France, avec 16 000 personnes sinistrées, 200 millions d'euros au niveau de l'assurance. Comment ça se passe chez nous? Bon, en Europe, c'est très très clair. Dans les contrats d'assurance, vous verrez une clause catastrophe naturelle. D'accord. Mais ici, lorsque vous prenez nos contrats, quelquefois vous allez voir les exclusions. Parmi les exclusions, on vous parlera d'éléments, les exclusions, on vous parlera d'événements déterminés comme catastrophe naturelle. Ça veut dire qu'ailleurs, lorsque la catastrophe naturelle intervient, les assurances ayant déjà prévu cette clause-là, indemnisent automatiquement. Mais si vous prenez une convention d'assurance, que cette clause n'y est pas et qu'il y a une catastrophe naturelle, vous ne serez pas indemnisé. Maintenant, prenons le cas. Ça, c'est le cas de l'indemnisation par personne, par contrat d'assurance. Exactement. Oui, mais prenons le cas étatique. Nous avons, par exemple, des sites météorologiques assez performants qui peuvent vous dire, de telle période à telle période, sur telle zone, il y aura des vents violents de telle vitesse, il y aura des pluies diluviennes de telle intensité et qui peuvent aboutir à tel dégât, à telle catastrophe, tel dérèglement de vie des personnes. Mais si l'État est informé de ces choses, qu'il ne prend pas les mesures suffisantes pour empêcher, bon, même pas l'État ne peut pas empêcher, mais pour faire en sorte que lorsque cet événement interviendra, qu'il n'y ait pas d'impact sur les personnes, en ce moment-là, si l'État retire cette information et que cela intervient, l'État est totalement responsable. Il peut être actionné pour indemniser les victimes. Donc, vous êtes en train de nous dire que ce qui s'est passé concrètement il y a quelques mois, dans la nuit du 18 au 19. Dans la nuit du 18 au 19, c'était quel mois déjà? En juin 2018. En juin. Ce qui s'est passé, il y a certaines choses qui relèveraient de la responsabilité de l'État. Si l'État avait prévenu, si l'État était informé et qu'il a préféré ne rien dire en ce moment, mais il va falloir encore faire cette preuve. Et aussi, il ne faudrait pas que par ces agissements, l'État aggrave la catastrophe naturelle. Vous voyez, souvent au cinéma, on nous dira c'est au cinéma. Quand vous regardez un film et qu'il y a une menace grave qui plane sur une ville, l'État se doit d'évacuer. Il y en a qui refusent de partir, mais on les oblige, on leur demande pardon. Quelquefois, ça vous énerve, vous dites, mais attendez, il ne veut pas partir, mais qu'on le laisse. Mais on ne peut pas le laisser, justement. Parce que si l'État, après, on prouve que l'État aurait pu faire en sorte que cette personne-là ne périsse pas, ou bien faire en sorte que ses biens qui sont protégés de la sorte ne soient pas endommagés, et que l'État s'est abstenu de le faire, en ce moment-là, l'État peut être poursuivi. En réalité, une fois j'en parlais ici, l'État, étant donné qu'il a un pouvoir régalien de réguler la société, l'État a un pouvoir coercitif, mais en retour, l'État a des devoirs vis-à-vis des citoyens. Disons-le tout de suite et net, Oui, l'État a fauté parce que si on constate ce qui s'est passé, c'est juste après qu'il y a eu beaucoup de décisions, d'éguerpissements, de destruction, de certaines choses qui gênaient. On savait que ça gênait depuis longtemps, on ne faisait rien et après, il y a eu cela. Bon, ça aussi, c'est une responsabilité. Je reviens là-dessus. S'il est prouvé que l'État, par son inaction, a aggravé la catastrophe. Imaginez-vous, il y a des égouts
Avec les constructions, alors que sans permis de construire, tout ça, c'est une aggravation. Il y a des passages naturels d'eau que l'État n'a pas pris la peine de laisser libre. Ou bien l'État n'a pas permis à ces personnes qui habitaient dans les parages d'être sécurisées. Ou bien l'État a favorisé à donner des permis, autorisations de construire, voilà. des permis de construire sur des zones déclarées inconstructibles, et que ces constructions arrivent, et ces constructions sont édifiées, et qu'une catastrophe naturelle arrive, et qu'on se rend compte que, par exemple, je vous prends tout simplement le cas des écoulements d'eau, on se rend compte que si cette construction n'avait pas été là, les choses auraient été autrement. En ce moment, l'État doit indemniser les victimes. Or, parce que vous verrez que dans les contrats d'assurance, très souvent, et je le dis toujours, imaginez-vous, souvent il y a des contrats de bail aussi qui sont vendus en librairie. Et vous voyez dans ces contrats, en cas de catastrophe naturelle, que sont les tornades en Afrique? Mais non, il faut tout de suite dire à tous ceux qui rédigent ces contrats que les catastrophes naturelles, ce ne sont pas seulement les tornades. Franchement. Voilà, parce que quand on dit que ce sont les tornades en Afrique, non, non. Réduire la notion de catastrophe naturelle aux tornades, non, c'est une vue trop réductrice de la catastrophe naturelle. Ça va au-delà. D'accord. Et donc, je disais, s'il savait que l'État n'a pas pris les dispositions nécessaires pour protéger ces populations, ou bien l'État a laissé poser des actes par son inaction à aggraver les effets de cette catastrophe, ou bien l'État, au lieu de déployer les moyens suffisants pour sauver ces populations-là qui étaient en détresse, ne l'a pas fait, en ce moment-là, la responsabilité de l'État peut être purement simplement engagée. Maître, merci beaucoup. On a vu, il y a eu des spots, il faut être honnête, dis ce qui se passe. Il y a eu des spots pour dire aux gens de partir des endroits à risque. Ça, c'est fait. Il y a eu des spots par rapport à la météo. Il y a eu des spots. Par contre, là où il y a eu faute, à notre sens, c'est au niveau des constructions. Et la preuve, juste après, on assiste à un balai de destruction, comme si on voulait se rattraper ou le médecin après la mort. Donc ça veut dire que c'était possible. C'était possible de le faire. Donc si c'était possible, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Voilà. Voilà la question. Et parce que en fait, c'est cela. Certainement que c'est fait pour prévenir d'autres catastrophes, mais et celles qui ont déjà eu lieu. Mais quand vous parlez de spots, que disaient ces spots? Dégager, partir, évacuer. Mais les gens vous disent, mais on évacue comment? On va où? Avec quels moyens? Avec quels moyens? Voilà. Parce que quand on dit catastrophe, les victimes d'une catastrophe naturelle, ce ne sont pas des faits d'hommes. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui sont exposées dangereusement à un phénomène qui n'est pas maîtrisable. Gouverner, c'est prévoir aussi. Donc, l'État aurait pu évacuer, loger temporairement, en attendant. Prendre les dispositions nécessaires pour que ces personnes ne soient pas atteintes par ces catastrophes. Maintenant, si ces personnes résistaient, en ce moment-là, l'État dit, écoutez, on vous a demandé de partir, on a aménagé un site spécial pour vous, le temps que la catastrophe passe, mais si vous ne voulez pas y aller, en ce moment-là, s'il y a des dégâts qui arrivent, mais on fait décharger. On fait décharger les ayants droit pour leur dire, écoutez, si votre parent qui est ici meurt parce qu'il a refusé de partir, ou bien il a rusé avec les services qui sont chargés de l'évacuer, mais s'il ne va pas, qu'il demeure, qu'il y ait un dégât, en ce moment-là, l'État n'est pas responsable. Si vous avez des questions, Annick, c'est une minute. Si vous avez des questions à nous poser, n'oubliez pas que Matin Bonheur est sur à tous ces démembrements au niveau digital, ou Internet, même sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez intervenir à tout moment. Nous ferons fort de poser vos questions en l'état. Merci beaucoup. Exactement, et nous avons aussi des questions sur ce plateau. Alors, maître, dès lors que les responsabilités sont situées, comment se fait l'indemnisation? On va dire à chaud, la catastrophe vient de se passer. Qui tout de suite on va contacter, vers qui on va, comment ça se passe? Quand c'est avéré. Exactement. Quand c'est avéré, il y a des... Soit on peut passer par la voie privée ou bien par la voie purement étatique. Quand c'est avéré, on s'adresse à la gendarmerie, ou bien à la police, ou bien à la mairie. On pose le problème clairement, on pose une plainte contre X, c'est la gendarmerie qui va mener les enquêtes, ou je veux dire les officiers de police judiciaire, qui sont soit gendarmes ou policiers, qui vont mener les enquêtes, ou bien la mairie a des services spéciaux, parfois qui sont chargés de relever tous ces éléments-là, et à partir des procès-verbaux, on saura qu'est-ce qui a été perdu en termes de vie humaine ou en termes de biens, et à partir de cet instant, l'État, on peut évaluer une clé d'indemnisation. Mais en Europe, très souvent, c'est les mairies qui s'en occupent. Mais ici, c'est nécessaire de s'adresser directement à la gendarmerie, à la police, ou bien on prend un huissier qui peut faire des constats. À partir de ces constats-là, je crois qu'en son temps, un collectif s'était constitué pour demander à des huissiers de venir constater les dégâts
qui ont été faits par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan, pour essayer d'établir le montant total de ce qu'il faut pour être indemnisé. Bon, aujourd'hui, je ne sais plus à quel niveau ils en sont, mais toujours est-il qu'ils étaient fondés à pouvoir relever tous ces éléments. Parce que si vous n'arrivez pas à déterminer, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a une catastrophe naturelle que vous étiez de passage, vous allez dire non, il doit être indemnisé. Bon, vous indemnisez sur quelle base? Il faut qu'on sache ce que vous avez perdu. Et puis aussi faire attention, aujourd'hui, nos rues ne sont pas forcément adressées. Une personne ayant appris certainement que l'État va indemniser les victimes de telle inondation ou bien les victimes de tel vent violent, mais aussitôt on se met comme habitant du lieu et on se fait aussi indemniser. On l'a vu ici, suivez mon regard. Donc, c'est à partir de ces éléments très précis, parce que aussi l'État ne va pas venir vous jeter de l'argent à la fenêtre, il faut qu'elle sache quelles sont les victimes et qu'est-ce que chaque victime a effectivement perdu pour que l'indemnisation soit vraiment équitable. Il faut entreprendre des démarches, c'est ça. Ah oui, puis il faut entreprendre les démarches. Et il faut que les démarches, Alix, il faut que les démarches soient flexibles et aillent vite. Par exemple, aujourd'hui dans l'Aude, bon, on dira que c'est un pays développé. Ben oui, on peut revenir à Abidjan. On a 16 000 personnes à indemniser. C'est clair, il y a 200 millions au niveau d'assurance. C'est-à-dire, quelques jours seulement après la catastrophe, on a déjà des faits concrets, des chiffres. Et chez nous? Non, mais il faut dire que dans l'Aude, aujourd'hui, ce qui est le mécanisme qui a été mis en place, qui s'est mis en place aujourd'hui, il est plus fondé sur les assurances. Oui. Excusez-moi. Mais je vous dirais, en Europe, ailleurs, dans les pays développés, toute activité est assurée selon des assurances bien précises. Mais aujourd'hui, regardez même, ne serait-ce que l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation. L'assurance la plus usuelle, je vais dire l'assurance qu'on rencontre à tous les coins de rue. Mais comment se fait le mécanisme d'indemnisation? Parfois, ça met du temps. Le code CIMA impose à l'assureur de faire une offre. Mais combien d'assureurs font des offres? Et sous combien de temps? Il n'y a pas de délai, c'est sans délai. Il faut faire une offre. Mais combien d'assureurs font des offres? C'est plutôt les victimes qui écrivent à l'assureur. Et l'assureur ne répond pas. Et c'est les victimes-là qui font des calculs, qui vont aller maintenant devant le tribunal. Avec tout ce que vous savez des aléas de l'audience, le temps, les renvois, ainsi de suite. Imaginez-vous, si pour une assurance obligatoire qu'on paye absolument, si l'indemnisation prend autant de temps, mais ne venez pas me parler de catastrophes naturelles pour lesquelles très souvent on ne fait même pas d'assurance. Aujourd'hui, imaginez-vous combien de personnes assurent leur maison. Mais même quand vous assurez votre maison, les clauses, les exclusions, vous verrez forcément catastrophe naturelle. Parce que l'assureur vous dira, je suis aussi moi-même soumis à cette catastrophe naturelle. Donc je ne peux pas prétendre protéger quelqu'un alors que moi-même, je ne peux pas me protéger. Et c'est pourquoi, souvent dans les contrats d'assurance des pays développés, vous verrez une clause spéciale, catastrophe naturelle, mais cette clause spéciale, justement, vaut quelque chose. Elle fait des coûts, ce qui fait que le montant qui est payé est tellement important que lorsqu'il y a un événement comme celui-là, aussitôt les assureurs se mettent en branle. Monsieur Soilio aimerait savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait dans le cadre, par exemple, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand on a toutes les preuves, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il n'a pas suivi la partie où vous parliez de gendarmerie, tout ça. Oui, oui. Exactement. Mais c'est ce que j'ai bien envie de dire, c'est ce qui me plaît. Tout le monde dit l'État doit indemniser. Mais l'État doit indemniser comment? Sur des preuves. Sur des preuves. Avant que la personne s'assoit, elle est dans l'eau, elle dit l'État doit m'indemniser. Mais l'État ne va pas se promener. L'État, c'est vous, c'est moi. L'État ne va pas se promener derrière chacun pour dire, bon, monsieur, vous avez été victime de la catastrophe, venez, on va vous indemniser. Et il y a des personnes à qui on dit, mais faites constater, évaluez votre préjudice. Prenez des photos. Prenez des photos, mais pas n'importe quelle photo. Là encore, si le téléphone est sauvé. Aujourd'hui, chacun peut prendre son téléphone, prendre une photo d'une catastrophe naturelle qui s'est passée quelque part dans les confins d'une région très reculée, des montagnes d'un pays X, et venir dire, non, j'étais là, c'est moi. Mais non, il faut des hommes de l'art, des personnes habilitées à réunir les preuves. C'est pourquoi je vous ai parlé des officiers de police judiciaire qui peuvent être policiers, gendarmes, ou bien les huissiers que vous prenez, leurs actes qu'ils dressent font foi jusqu'à l'inscription du faux. En ce moment, vous avez des preuves bien déterminées, bien établies, et puis vous saisissez les juridictions compétentes. Et aujourd'hui, c'est une matière civile. Vous n'irez pas forcément... on peut vous entendre en procès verbal, mais ces PV ne serviront que pour justifier l'intérêt qu'il y a pour vous de saisir les juridictions civiles. Là, c'est pour, en cas de catastrophe naturelle, quand on a souscrit à une assurance ou pas, on se dirige vers l'État ou son assureur en la matière. Mais je me demande combien d'assureurs, bon, les assurances, tout risque, il y en a, mais quand on dira tout risque,
vérifier bien que la catastrophe naturelle n'est pas une exclusion. C'est écrit tellement petit que vraiment pour... Non, en général, ces clauses-là sont assez bien écrites quand même. Et mais sinon pour dire que s'il n'y a pas d'assurance, et que c'est une catastrophe naturelle, et que l'État n'a pas pris les dispositions pour que cette catastrophe n'arrive pas, ou bien l'État n'a pas prévenu, en ce moment, la responsabilité de l'État peut être engagée. Et de toute façon, l'État, c'est le gage général de toutes les victimes qui sont les victimes du fait des catastrophes naturelles. Donc, naturellement, on va poursuivre l'État. Mais l'État aussi va se défendre. Certainement qu'il dira, il va dire, j'avais des sports, je vous ai dit de partir. Mais de l'autre côté aussi, on dira, mais vous nous avez dit de partir, mais partir où? Comment? L'État pourra difficilement aussi se défendre parce qu'il y a des personnes qui travaillent pour ce même État-là, qui ont délivré des papiers pour construire des édifices où ça ne devait pas être fait. Donc, et puis il y a eu mort d'hommes aussi. Au cœur de la responsabilité étatique, la responsabilité administrative. Mais quand on dit l'État, on verra toujours, ce n'est pas forcément l'État au sommet, hein. Ça commence par les mairies. Ouais. Ça commence par les mairies. Si aujourd'hui on se rend compte que les mairies devaient poser des actes qu'elles n'ont pas posés... Ça commence par les mairies, ça se termine où? Ça se termine par... Au plus haut sommet. Bon, quand on dit au sommet, c'est l'exécutif. Je veux dire, on dira par exemple, si c'est le ministère de la Construction qui est à la base, on poursuivra l'État et on va citer forcément le ministère de la Construction. Si on se rend compte que c'est le ministère de l'Économie et des Finances, naturellement, à tous les coups, on est obligé d'associer le ministère de l'Économie et des Finances, celui qui est le portefeuille de l'État, celui qui indemnise. Donc, on dit que... Mais tu dis que l'État de Côte d'Ivoire, quand on dit l'État, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Madame Diaby, l'indemnisation relève du fantasme dans nos pays africains. Bon, quand elle dit ça relève du fantasme, certainement qu'elle a son expérience. Mais sinon, moi, je sais que des personnes ont poursuivi l'État. J'ai pu assister à des personnes qui ont poursuivi l'État, qui ont eu des décisions. Et maintenant, pour le paiement, bon, ça peut prendre un peu de temps, mais tu dis que l'État finit toujours par payer. Maître, parfois, l'État nous envoie des ministres pour nous consoler et après, plus rien. Est-ce que ce passage ministériel-là a valeur d'indemnisation? Non. C'est moral. C'est à l'africaine, c'est la solidarité africaine. Le Yako. L'État doit montrer qu'il est aux côtés de ses citoyens. C'est pourquoi on envoie un ministre venir. Mais si on n'envoie personne aussi, on dira, mais on a eu telle catastrophe, personne n'est venu nous voir. Maintenant, quand le ministre arrive, on dit, mais viens nous... Non, ce n'est pas une indemnisation. Le fait de montrer que l'État est aux côtés des victimes n'est pas une indemnisation. L'indemnisation, c'est une décision de justice. Ou bien ça peut être une indemnisation transactionnelle. L'État peut dire, bon, je reconnais ma responsabilité et je me propose de vous payer tel montant pour pouvoir soulager la peine de chacun. Responsabilité et indemnisation des catastrophes naturelles avec Maître Koné Kiobien. C'était la première de celui qu'on appelle affectueusement dans notre équipe matinale. Maître, merci beaucoup. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous aurons un autre thème avec beaucoup de plaisir sur RT1. Merci Maître. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée également à vous. Et puis vous savez que Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de la vérité. Ici, on s'exprime et on fait en sorte que tous les Ivoiriens puissent avoir des réponses à leurs questions. Très bonne journée sur RT1. Ciao, ciao. À demain. Au revoir.